Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale du 8 mars 2021. Nous sommes en direct de Dakar au Sénégal et aujourd'hui nous allons célébrer la femme. Je serai accompagnée de Sidela Niman sur le plateau. Bonsoir Sidela. Bonsoir Mireille, bonsoir chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous célébrons la femme. Nous célébrons la femme aujourd'hui, nous irons dans plusieurs pays, nous irons au Gabon, nous parlerons des femmes camerounaises, nous parlerons des femmes de toute l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'océan Indien, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et puis nous allons parler de la bravoure des femmes aujourd'hui. Le thème pour cette année 2021 de ce 8 mars est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Voilà, c'est le thème de cette année et c'est parti. Alors, Sidela, je viens de donner le thème de cette année pour le 8 mars, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. D'entrée de jeu, est-ce que ce thème te parle et comment te parle-t-il? Ah oui, ce thème me parle énormément. Tout d'abord parce qu'on a besoin de plus de leadership féminin en Afrique en général. Et puis aussi parce que en cette période de Covid-19, les femmes ont beaucoup souffert. Il y a eu encore plus d'abus envers les femmes, notamment abus sexuels, abus physiques. L'excision a augmenté, notamment dans le nord du Cameroun. Il y a encore plus d'excision parce que les ONG qui s'occupent de sensibiliser ces femmes-là qui pratiquent ça et ou même les familles, les ONG ont dû arrêter tout leur travail de sensibilisation, etc. Donc ça fait que les femmes ont repris l'excision. Donc ça c'est juste un exemple, mais beaucoup d'abus, beaucoup toutes sortes de violences ont été faites envers des femmes, envers les jeunes filles, envers les petites filles. Et c'est vraiment compliqué. C'était vraiment pas une bonne année, 2020 et début 2021. Donc on a vraiment besoin de plus de leadership féminin en Afrique. Il faut effectivement dire, c'est là, comme tu l'as si bien rappelé, le leadership féminin est encore méconnu. Et depuis la pandémie, il faut dire que les femmes sont en première ligne. Elles sont en première ligne. Lorsqu'on parle du continent africain, les femmes sont, côté soins par exemple, lorsqu'on parle de soins, les femmes sont en avant. Elles sont organisatrices dans les communautés. Elles sont, même étant dans l'informel, elles font tout, comme on dit, pour faire bouillir la marmite, pour dire de manière commune, elles font tout pour que leur famille puisse manger, pour que la famille puisse se soigner. Effectivement. Et il a également été remarqué que pendant la pandémie, les pays où les femmes ont le plus de pouvoir décisionnel ont réagi vraiment, je dirais, de manière spontanée à la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Lorsqu'on parle par exemple sur le continent africain de l'Éthiopie, avec une femme à la tête, ça a été le cas. Et ce thème justement nous permet d'appeler les femmes du monde entier à plus de leadership, de mettre en avant les femmes leaders, bien sûr du continent, et appeler tout le monde à se rassembler parce qu'il y a la pandémie de la Covid-19 qui ne doit pas être un frein à l'évolution des droits des femmes. Il y a justement cette pandémie qui doit permettre à la femme, qui doit booster la femme africaine pour plus de combats, pour qu'elle se lève encore plus, non seulement par rapport à la pandémie, mais par rapport à ses droits. Et lorsqu'on parle des droits, il faut aussi dire que en matière des droits des femmes, il y a bien sûr les femmes, mais il y a également les hommes aussi qui sont sur le front, quelle que soit leur race, leur âge. Et c'est justement la plateforme Génération Égalité qui nous rappelle cela, que pour le combat des femmes, pour les droits en matière des femmes, ça concerne tout le monde, Sidela. La campagne Génération Égalité a été mise en place afin d'exiger déjà la parité salariale, le partage égal des soins, du travail, la fin du harcèlement sexuel dont les femmes sont victimes partout en Afrique. Ouais. Et puis l'éducation, l'accès à l'éducation aussi, ouais, pour les jeunes filles. Donc c'est une plateforme qui est là pour sensibiliser aussi les femmes comme les hommes à justement
poser plus d'actions pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Et nous vous invitons à regarder ce qui suit sur la génération égalité. Nous sommes le 8 mars. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est la thématique de ce 8 mars 2021. Nous sommes en direct de Dakar au Sénégal. Vous êtes sur La Belle Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, nous allons célébrer, nous allons parler du leadership des femmes en Afrique. Nous allons parler des femmes qui se lèvent pour leurs droits sur le continent africain. Et Sidela, avec toi, et bien sûr celles qui nous regardent, nous parlons de Talla Tender, cet acte de bravoure, cet acte d'honneur, cet acte de courage de la femme de Nder. Nous allons revenir sur cet élément. Oui, effectivement, Talla Tender, c'est l'histoire de ces femmes du village de Nder qui n'ont pas voulu se laisser prendre captives, de se laisser capturer. Et pour leur honneur, pour ne pas se laisser capturer, elles ont préféré se laisser brûler vives. Et c'est une histoire vraiment extraordinaire, je trouve. C'est une preuve de bravoure extraordinaire. Donc encore quelque chose qui prouve que la femme a un esprit très fort. La femme a un esprit très fort et justement nous allons remonter le temps pour parler de l'histoire de Nder et ce courage. Alors moi je dis ce sont des femmes inspirantes, ce sont des femmes, c'est-à-dire par cet acte de bravoure, elles inspirent les femmes africaines. Il faut se lever pour son honneur, et même lorsqu'on parle des droits des femmes, c'est l'honneur des femmes aussi, il faut se lever pour son honneur. Nous revenons sur l'histoire de Talla Tender. Écoutez ma parole. Je vais raconter Talla Tender, le mardi historique. 1944. La France accorde enfin le droit de vote aux femmes. 75 ans après le Wyoming aux États-Unis, qu'il a fait 15 ans après la célèbre marche des femmes de Chicago, le 8 mars 1857. Pourtant, 37 ans avant Chicago où les femmes revendiquaient pour les droits civiques, des femmes gouvernaient, imposaient des rois et commandaient des armées au Sénégal, dans le royaume du Waalo. Le 7 mars 1820, à Nder, dernière capitale du Waalo après Ndiourbel, Ndiangue et Khouma, une femme commandait les armées et battait les troupes ennemies, Fati Yamar Mbodj. Longtemps convoitée par ses voisins du nord et de l'est, Trarza et Fouta, pour ses richesses agro-pastorales, pour sa proximité avec l'océan qui l'ouvre sur le monde, le Waalo a tenu tête le long de son histoire par la valeur de ses braques. Parmi ces valeureux, Ndiak Aram Bakar, par la valeur de ses princes de sang, Logar, Jos et Tejek, par ses hommes, par ses femmes. À l'aube du 19e siècle, alors que l'impérialisme colonial prépare ses bases à Ndar,
La signature du traité de Diaw, le 4 mai 1819, entre le BRAC, Amar Fatim Borso et le gouverneur Schmalz, déclenche le courroux de la coalition du Bourtraza et de l'Almami qui entendent soumettre le pays de Mbarka avec le soutien des hommes d'affaires de Saint-Louis. Ainsi, le 21 septembre 1819, le village de Tchagar où se trouve le BRAC et les grands corps militaires du royaume est attaqué par surprise et détruit. Les princes commandants de valeur et les grands guerriers du pays y meurent par milliers. Brak, blessé grièvement, est conduit à Saint-Louis pour être soigné. C'est en ce moment que le prince Yérim Mbagnick Tégrela, rescapé du massacre, entre en scène pour reconstruire les morceaux du pays. Le Wallo est endeuillé, meurtri, mais au fond de sa mémoire dorment encore les pulsions du courage, de la bravoure. Brak éloigné, le prince Yérim Mbagnick à son chevet, l'occasion au bonne pour les ennemis d'écraser une bonne fois le pays. Et le 7 mars 1820, Nder est attaqué et encerclé. En l'absence des hommes, le sort du pays se trouva entre les mains des femmes. Sous la houlette de la Linguère, la reine Fatia Amar Mbodj épouse du Brak blessé. Elle se dressa. Elle se vêtit alors toute de la tenue des guerriers et, comme des hommes, derrière les turbans qui cachaient leur belle féminité, elles chargèrent avec ardeur et hargne et repoussèrent les ennemis. Mais, emportées par la fougue, elles crièrent victoire et ôtèrent les turbans. Leurs salchos les firent se retourner les derniers ennemis en fuite, qui se rendirent compte qu'ils étaient mis en déroute par des femmes. À cette époque, c'était impensable. Alors l'orgueil des mâles les aveugla et ils revinrent à la charge. Acculés devant le nombre et la détermination, elles jurèrent de mourir dans l'honneur dans lequel elles sont éduquées. Et la Linguère Fatia Amar sortit sa confidente Seydane et lui dit: tu seras le témoin qui racontera à la postérité ce mardi. On l'a convaincu également d'épargner ces deux filles, Djombot et Ndaté, qui devront être la semence de la bravoure. On les conduisit discrètement hors de Nder chez leur tante Ndikou Fatim Borso, sœur du Brak leur père. Et elles mirent le feu dans les cases de Nder devant les ennemis qui les entendaient chanter dans les flammes clépitantes l'hymne du Wallo. Leur sacrifice parvint rapidement à Ndar. Et malgré ses blessures, Brak se mit à cheval. Yérim Mbagnick rassembla à Khen tout ce qui restait des braves. Il marcha sur le Traza qu'il ravagea. Mais c'est dans la plaine de Djalawali que le 22 juillet 1820, le Wallo écrasa définitivement l'armée ennemie, vengeant ainsi Nder. Les larmes des orphelins séchèrent, le chant des griots noya les doutes et illumina l'espoir. Le 7 mars est la veille du 8 mars. La veille est le jour de fête. Fête à la gloire du courage, de l'amour de la patrie, fête de la femme debout. Le Wallo ne pouvait mourir en Nder parce qu'en Nder, il y avait des femmes. Leurs souvenirs cimentent l'espoir de part et d'autre du fleuve Sénégal, où de nouvelles batailles appellent hommes et femmes. Construire ensemble l'Afrique. L'Afrique. L'Afrique.
Après cette histoire de Talata Nder, nous avons promené les micros dans les rues de Dakar avec Assou Ndeye Sidela, justement pour voir ce qui reste de cet héritage de Talata Nder. Et justement, chers téléspectateurs, vous allez voir que cette histoire est encore bien vivante dans la mémoire, et cette histoire a été transmise même aux femmes qui ne sont pas sénégalaises. Nous invitons à suivre les réactions des uns et des autres dans les rues de Dakar. Je suis Fidéjine Kunku, je suis de nationalité congolaise vivant à Dakar. L'histoire de Talata Nder, sérieusement, ça s'est passé au Sénégal, précisément à Saint-Louis. Mais ça concerne toutes les femmes parce que c'est une histoire qui parle de la bravoure des femmes, du sacrifice des femmes, qu'on peut appeler aujourd'hui, si on parle un peu du modernisme, des Wonder Women. Parce que ces femmes se sont sacrifiées pour leur honneur. Parce que dans ce temps, leur ville, donc leur village était attaqué et qu'il n'y avait pas des combattants pour les défendre parce qu'ils étaient partis de l'autre côté par la traîtrise qui existe jusqu'à aujourd'hui, de l'un de leurs qui les avait trahis, envoyait les soldats de l'autre côté du village. Et après, par ça, les assaillants ont attaqué le village. Les femmes se sont battues, elles se sont déguisées en hommes pour combattre les assaillants comme des hommes. Et elles avaient réussi parce qu'elles avaient réussi à repousser l'ennemi. Mais dans cette joie, en criant fort, elles ont enlevé leur déguisement, qui a fait que l'assaillant puisse se rendre compte qu'ils ont été abattus par des femmes, combattus par des femmes. Alors, leur deuxième fois, ils devaient revenir combattre, donc sauver leur honneur en tant qu'hommes. Et par ça, les femmes ont décidé qu'elles ne pouvaient pas combattre une deuxième fois parce qu'elles étaient fatiguées et elles n'avaient plus vraiment assez de munitions. Elles devraient donc changer de tactique. Et elles se sont dit, on ne peut pas. On ne peut pas combattre, on ne pourra pas réussir. Tout ce qu'on peut faire, c'est de sauver notre honneur. Pourquoi? Parce qu'elles ne voulaient pas être esclaves. Parce qu'elles savaient être esclaves, c'est que ça allait leur donner, c'est sacrifier pour l'ennemi, pour l'homme. Donc être des sujets à utilisation sexuelle ou esclavagistes, travailler comme esclaves et tout, c'est ce qu'elles ne voulaient pas pour ne pas suer leur village. Alors elles se sont réunies avec leur reine dans une case et elles se sont immolées. Donc elles ont mis feu à leur case pour juste sauver leur honneur. Ça, j'appelle ça des vraies femmes. Oui, il y a encore des femmes qui sont prêtes à se sacrifier pour leur honneur. Oui, ça, j'en suis sûre. Parce qu'on n'a pas tout perdu, Bon, pour la femme, c'est vrai qu'avec le modernisme, on a perdu beaucoup de choses. Surtout bon, je condamne rien du tout. C'est ce qui se passe, bon, la fierté de la femme. Avant, je me rappelle un peu quand j'étais à l'école primaire, les garçons, ils mettaient souvent les bouts de miroir au fond de nos jupes pour pouvoir voir nos sous-vêtements. Mais par contre, aujourd'hui, on peut en trouver avec notre façon de nous habiller, avec les jeans un peu en bas, les trucs. C'est pas la même chose, je dirais. On a beaucoup perdu, ça c'est vrai. On a beaucoup perdu la valeur de la femme d'autrefois. Mais je sais qu'il y a encore une bonne place des femmes qui gardent encore ces valeurs. Bon, pas seulement pour moi, on dit la femme africaine, je dirais la femme en général. On devrait retenir ce que nos grandes-mères avaient avant. Se tenir d'abord correctement, s'habiller. Parce que être sexy, pour moi, ne veut pas dire seulement de mettre les mini-jupes ou les mettre son nombril dehors. Porter une robe bien faite, sur mesure, peut rendre une femme très très belle sans pourtant exhiber ses cuisses ou bien son ventre dehors. On peut être très belle, sexy, en étant bien habillée et bien couverte aussi. Donc la femme devrait, pour moi, essayer de garder ça pour elle. Parce que c'est ça notre honneur, c'est ça qui met la différence aujourd'hui des femmes d'autrefois et les femmes d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est meilleur que les femmes d'avant, parce que souvent on a l'habitude de le dire, nos grands-mères, elles étaient des esclaves. C'est pas ça. Mais on peut être une femme combattante, une femme... une vraie féministe, mais en étant correcte.
pour enfin sauvegarder les femmes de demain. Tamaïnder, c'est encore la gloire de la femme. Elles ont préféré mourir que de subir l'esclavage mauritanien. Les hommes sont morts au champ de bataille, les morts allaient en faire des esclaves, elles ont préféré se suicider en se brûlant dans une case fermée. Voilà Tamaïnder. Voilà une gloire africaine. Voilà, c'est comme Sitoé Diatta de la Casamance. Comment il s'appelle encore? Voilà, Ndaté. Hein? Tout ça, c'est des valeurs. La femme a toujours existé en Afrique. Maintenant, vouloir dire qu'il faut que nous vivions exactement comme eux et au même rythme qu'eux, c'est pas possible. La femme doit être au cœur de l'évolution. Elle est au cœur de l'évolution. On ne peut pas aller sans vous. Ça, vouloir le nier, c'est dire que je ne vois rien, je ne suis pas un humain. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a confié la femme à l'homme dans le cadre du mariage. C'est pas par hasard. Les Touaregs n'y croient pas, les Européens n'y croient pas. Ils croient à l'union libre. Ils croient à des catégories qui ne sont pas de nos valeurs. L'homosexualité. De comme me disait Thérèse, il est homophobe, c'est un homophobe. Qu'est-ce que c'est que l'homophobie? Qu'est-ce que c'est? Mais non, restons africains. Notre dignité en dépend. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Le rendez-vous universel dont parlait Senghor. Il faut le préparer. Ça, je suis d'accord avec lui. Il faut se présenter en tant qu'Africain, digne de nos valeurs. Spécial du 8 mars sur la Belle Télévision en direct de Dakar au Sénégal. Nous parlons aujourd'hui des femmes leaders. Sidela, nous parlons de nos droits en tant que femmes. Et après donc Nder, après le Sénégal, Sidela, nous allons joindre une autre partie de l'Afrique centrale, l'Afrique australe. On l'a décrit comme une femme au cœur bon et très intelligent, qui n'avait pas peur de dire la vérité. Chef de file de la lutte contre le colonialisme britannique et première femme ministre du gouvernement indépendant au Malawi, Rose Lomatinda Chibambo Ziba, de son nom de jeune fille aînée, en Kafukule de Mzimba, le 8 septembre 1928. Femme politique du protectorat britannique de Nyasaland, bien avant les années qui ont précédé l'indépendance de l'État de Malawi en 1964. Elle a en 1947 épousé Edwin Chibambo, ancien enseignant devenu fonctionnaire et fils du révérend Yesaya Chibambo, l'un des premiers Africains dans le protectorat à avoir été ordonné comme ministre du culte chrétien. Rose Lomatinda Chibambo a étudié la pédagogie des adultes et l'enseignement général en Grande-Bretagne et a eu 6 enfants. Elle pousse la porte de la politique en 1952 au cours de la controverse sur la décision du gouvernement colonial de faire du Nyasaland une partie de la Fédération de la Rhodésie et du Nyasaland. Convaincue que les femmes devraient davantage s'impliquer dans la lutte, Rose Lomatinda Chibambo adhère au Nyasaland African Congress et commence à organiser les femmes. En 1953, lorsque son époux est transféré à Blantyre, elle rejoint la branche locale du NAC. Élue trésorière, elle devient la première femme à occuper un poste de direction au sein du NAC à Blantyre. Elle constitue également avec Vera Chirois la Ligue des femmes africaines du Nyasaland en relation étroite avec le NAC. Un mouvement de protestation des femmes est organisé en 1956. Son groupe est arrêté et condamné à une amende pour s'être rendu devant la cour de Zomba en chantant pour s'encourager. Grâce à Rose Lomatinda Chibambo, les femmes ont lutté aux côtés des hommes pour l'indépendance en organisant la lutte contre les Britanniques. Le 23 mars 1959, 2 jours après la naissance de sa 5e fille, elle est arrêtée par le Parti travailliste. Incarcérée avec l'enfant, elle est libérée au début des négociations pour l'indépendance en 1961. Lorsque le Malawi accède à l'indépendance en juillet 1964, Rose Lomatinda Chibambo remporte un siège aux élections puis devient ministre adjointe des hôpitaux, des prisons et de la protection civile, faisant d'elle la première femme ministre dans le nouveau gouvernement. 2 mois plus tard, le 7 septembre 1964, Rose Lomatinda Chibambo et d'autres ministres s'opposent à Hastings Banda et est exclue du gouvernement le jour suivant. Son époux et elle sont contraints à l'exil pendant 30 ans et quittent le pays pour la Zambie en 1965.
Ce n'est qu'en 1994 que Rose Lomatinda Shibambo rentre au pays après la restauration de la démocratie. Devenue femme d'affaires à Mzuzu, elle s'occupe également d'organisations caritatives chrétiennes. En 2009, le président Bingoua Mutharika la rencontre et lui rend hommage en nommant une rue de Mzuzu à son nom. Depuis le 1er janvier 2012, elle apparaît sur le billet de banque du Malawi de 200 kwachas. Rose Lomatinda Shibambo meurt le 12 janvier 2016 à l'hôpital Mwaewatu de Blantyre à l'âge de 86 ans. Fondatrice de la Ligue des femmes, première députée de Mzimba South, philanthrope, ancienne de l'église, épouse et mère, Rose Lomatinda Shibambo reste un modèle pour les femmes africaines. Donc voilà, après cet élément, on a découvert Rose Shibambo. Nous voyons que l'Afrique australe a également son lot de femmes fortes, comme il y a également Liliane Ngoyi, qui est une Sud-Africaine, grande figure de l'apartheid, et qui a aussi vraiment œuvré pour les droits de la femme en Afrique du Sud. Oui, c'est vrai, comme tu le disais, tu as cité le Malawi, tu as cité l'Afrique du Sud, mais il faut dire que dans cette partie du continent, les femmes aussi se lèvent. Il y a pas mal de militantes actuelles, hein, des militantes des droits de l'homme, des droits de la femme, qui se lèvent, qui se battent pour l'excision, qui se battent pour contre le mariage forcé des jeunes filles, qui se battent pour l'accès à l'éducation des filles. Ce sont ces femmes qui sont, ce sont aussi des femmes leaders, ce sont des femmes inspirantes et qui font bouger comme ça cette partie du continent en matière des droits des femmes. Et quelle que soit la région, la femme africaine est cette femme qui reste digne, qui se bat pour son honneur, comme on l'a vu au Sénégal avec Talla Tander, là on voit avec Chimbombo. Et je pense qu'elles doivent servir d'exemple aux femmes africaines d'aujourd'hui, aux jeunes filles africaines d'aujourd'hui. Effectivement, Mireille, en Afrique du Sud, par exemple, selon certaines études portées sur la population elle-même, les femmes et les hommes ont plus ou moins les mêmes droits, selon l'accession à l'éducation, l'accession au travail, etc. Mais il y a toujours des activistes qui disent que c'est pas assez. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'elles ont les mêmes droits, mais après, est-ce qu'on doute de l'effectivité de tout ce qui se fait en fait? C'est pour ça que les femmes se battent. Je pense que socialement parlant, il y a aussi un travail à faire sur le côté social, la perception que les hommes, par exemple, ont des femmes. Oui. Mais ça, ce sont peut-être les pesanteurs traditionnelles. Effectivement, ce sont les pesanteurs traditionnelles. Bien évidemment, surtout ici en Afrique, il y a vraiment le côté tradition où la femme a son rôle bien précis et l'homme, c'est la figure forte de la famille qui ramène le pain à la maison. Mais il y a un équilibre aussi entre la femme et l'homme, c'est-à-dire que si la femme a les mêmes droits que l'homme, le foyer peut être peut-être plus équilibré. Et puis dans la tradition africaine, l'homme et la femme sont complémentaires, sont deux êtres complémentaires. Exactement. Donc d'où l'importance de vraiment œuvrer pour les droits égaux entre l'homme et la femme. Mais l'homme et la femme naissent égaux en fait en droit. C'est dans l'effectivité que nous voyons dans certaines parties du monde, peut-être comme sur le continent africain, où les femmes doivent encore parler de ces droits, où elles doivent revendiquer. Effectivement, voici pourquoi en Afrique du Sud, par exemple, il y a plusieurs activistes qui se plaignent du fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les sphères de décision. Voilà, exactement, dans les sphères de décision, c'est-à-dire au Parlement, en politique, etc., pour pouvoir mettre des lois en place pour donner justement aux femmes plus de choix ou plus de droits. Mais justement, qu'est-ce qui entrave, qu'est-ce qui bloque l'évolution des droits des femmes en Afrique? Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine l'évolution de l'égalité des genres? C'est justement. Puisque cette égalité, elle est là, c'est quelque chose de fondamental. L'égalité est là. Chaque être humain, chaque citoyen naît égaux en droit. Nous naissons tous avec les mêmes droits. Droit à l'éducation, droit à une vie décente. Nous naissons tous avec les mêmes droits. Qu'est-ce qui freine? Je pense que c'est la souche. À la souche, il y a la tradition, il y a la religion. Donc ça dépend aussi de certaines régions.
comme par exemple en Afrique du Nord, on va venir sur ça un peu plus tard, mais c'est beaucoup la tradition, surtout en Afrique. La place de la femme dans la société, c'est beaucoup par rapport à la tradition africaine. On accuse beaucoup cette tradition africaine qui pourtant donne à la place qui pourtant donne à la femme une place assez importante. C'est peut-être alors l'interprétation des hommes. Je pense que c'est ça, c'est l'interprétation des hommes qui fait en sorte que la femme soit plus diminuée qu'autre chose. Oui, parce que lorsqu'on repart quelques siècles en avant, quelques années en avant, on a quand même beaucoup des femmes qui ont marqué le continent. Vous avez Amina de Zaria, vous avez la reine Ngaliforo, vous avez Zinga, vous avez pas mal comme ça de femmes qui ont impacté l'histoire africaine. Ah oui, vous avez Yaa Santewa, vous avez beaucoup de figures féminines comme ça qui ont impacté l'histoire africaine. Et aujourd'hui, on en parle encore, qui ont négocié la liberté, qui se sont levées pas seulement pour le droit des femmes, mais qui se sont levées pour les droits de l'homme, qui se sont levées pour leur pays, pour leur région. Effectivement. Et lorsqu'on parle des femmes qui se sont levées pour leur région, on peut aussi parler de l'océan Indien. Là-bas aussi, il y a beaucoup de femmes qui leadent en fait cette liberté. Effectivement, dans l'océan Indien, nous allons vous présenter un élément sur Gisèle Rabessaala, qui est la première femme nommée ministre à Madagascar. Regardons cet élément. Gisèle Rabessaala naît le 7 mars 1929 à Madagascar. L'île est alors une colonie française depuis 1896 et l'arrestation de la dernière reine Ranavalona III. Patriote et sensibilisée aux souffrances causées par la domination coloniale, Gisèle s'engage à l'âge de 17 ans comme secrétaire du mouvement démocratique pour la rénovation malgache qui milite pour la libération du pays. Les réquisitions et les abus de la Seconde Guerre mondiale en particulier ont soulevé un vent de révolte sur l'île. Le 29 mars 1947, des milliers d'insurgés prennent les armes et attaquent de nuit les maisons de colons français, mais également de malgaches travaillant pour l'administration. Des milliers de personnes sont capturées et massacrées. En 1950, Gisèle Rabessaala crée le comité de solidarité de Madagascar, ou Fifanampiana Malagasy, pour soutenir les victimes de la répression et les prisonniers politiques et leurs familles. Militant pour l'acquittement des condamnés à travers notamment des articles de presse, elle s'attire l'attention et la surveillance des autorités coloniales, mais ne cesse de lutter. Ses actions et ses prises de position la font connaître comme femme politique d'importance malgré sa jeunesse. En 1953, à 33 ans, elle est la première femme à se faire élire conseillère municipale. En 1958, Gisèle Rabessaala devient secrétaire générale du Parti du Congrès pour l'indépendance de Madagascar, nouvellement créé, devenant également par là la première femme chef de parti politique. 2 ans plus tard, Madagascar accède à l'indépendance. La première république malgache reste cependant très liée à la France par des accords de coopération et le président Tsiranana est vivement critiqué pour son soutien aux intérêts français. L'armée française est encore présente sur place. Membre de l'opposition, Gisèle continue à militer pour une vraie indépendance et pour la fin des inégalités sociales. En 1976, l'armée française est finalement expulsée de l'île, les ambassades et consulats sont fermés. Gisèle est nommée ministre de la Culture et de l'Art révolutionnaire en 1977 et travaille pendant 14 ans à promouvoir l'identité, la langue, la culture et le patrimoine malgache. Voilà, nous continuons le plateau spécial 8 mars sur la belle télévision. Nous étions dans l'océan Indien avec Sidela pour parler d'une femme inspirante. Ah oui, cette femme très inspirante, elle ne s'est pas laissée faire. Oui. C'était très difficile pour elle parce qu'elle a été bannie de plusieurs pays, de plusieurs îles, comme ça notamment la Réunion. Du coup, à Madagascar, on va dire au 19e siècle, il y a eu beaucoup de reines qui se sont succédées jusqu'à la colonisation
française. C'est en fait, on peut dire qu'à Madagascar, vu qu'il y a eu beaucoup de reines qui sont succédées, c'était pas un problème pour eux d'être, de se faire diriger, de se laisser diriger par une femme, mais c'est vraiment la colonisation française qui est venue changer, qui est venue tout changer, notamment l'accession à l'éducation des jeunes filles. Aucune femme n'était sélectionnée pour les études parce que c'était la France qui sélectionnait les gens pour les études supérieures. Aucune femme n'était jamais sélectionnée, ce qui fait qu'il n'y avait aucune femme cadre à cette époque-là, aucune femme dans l'administration française coloniale. Et ça, ce n'était pas qu'à Madagascar, c'était vraiment dans toutes les colonies françaises. Donc vous voyez, à Madagascar, par exemple, à cette époque-là, c'est vraiment la colonisation qui a relégué vraiment la femme à un second plan, alors qu'avant la colonisation, la femme avait vraiment sa place dans la société malgache. C'est bien de justement mettre en lumière comme ça les différentes régions avec les combats qu'ont menés ces femmes africaines. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai, on parle du 19e siècle. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un relais. Il y a des femmes qui continuent de se lever, de se battre pour les droits des femmes. Il y a justement toutes ces femmes leaders africaines qui sont en première ligne. On peut parler de Maître Alice Kam au Cameroun, par exemple. Nous avons Jamila Ferjani au Niger. Nous avons Indou Oumarou au Tchad, qui lutte pour les droits des peuples bororo du Tchad, et puis effectivement pour l'environnement également. Et nous avons sélectionné comme ça pour vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, des ITV en fait, de ces femmes leaders africaines qui ont tenu pour ce 8 mars justement à nous dire ce que représente cette journée du 8 mars pour elles et ce qu'elles pensent de l'évolution des droits des femmes en Afrique. Et puis également, elles nous ont donné leur avis sur ce qui freine l'égalité des genres en Afrique, ce qui freine l'évolution des droits des femmes en Afrique. Bonjour à la Belle TV, à tous ces téléspectateurs. Je remercie cette chaîne de m'avoir invité pour l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Je me présente, je suis Dr Jamila Ferjani, médecin de formation, de nationalité nigérienne et algérienne. Je suis entrepreneur aussi et je préside surtout une ONG, l'ONG Medcom, qui lutte pour l'autonomisation de la femme, la scolarité de la jeune fille et qui lutte pour la promotion de la santé au sein des populations défavorisées. C'est la journée internationale des droits de la femme. C'est la journée qui rappelle au monde entier que la femme doit revendiquer, car elle le mérite, doit revendiquer un avenir libre de préjugés, libre de stéréotypes, libre de violence, un avenir safe, un avenir durable, où elle peut se construire et apporter sa pierre dans la construction de son pays. Les femmes dans le monde entier sont toujours sous-représentées au niveau des instances décisionnelles, alors qu'il est prouvé par de nombreuses études que lorsque la femme a une participation pleine et effective dans les décisions, dans les décisions des instances décisionnelles d'un pays, il a été prouvé que le progrès se fait indéniablement et se fait pour tous. Donc la journée du 8 mars nous rappelle que le combat n'est pas fini, que malgré les avancées qui ont été concrétisées depuis l'avènement de la naissance de cette journée, depuis ce temps, il y a eu des avancées considérables. Malgré tout ça,
c'est pas fini, le combat est loin d'être fini. Et cette journée est là pour nous rappeler que nous devons continuer à nous affirmer, nous devons continuer à réclamer, à revendiquer notre place au sein de la société. Ces dernières années, au Niger, il y a eu plusieurs réalisations qui jouent un rôle dans l'amélioration de la santé de la femme. Il y a eu d'abord 2 hôpitaux de référence qui ont été construits et qui comprennent en leur sein des services dédiés à la gynécologie obstétrique, à la pédiatrie. Et nous avons aussi le centre du traitement du cancer qui prend en charge beaucoup de femmes qui souffrent du cancer du sein et du cancer de l'utérus. Il y a eu aussi des milliers d'agents de santé recrutés pour aller prester dans les différentes régions du Niger. Et nous savons combien cela est vital pour ces zones rurales qui, très souvent, sont loin des centres de santé. C'est très important pour les grossesses, pour la santé des femmes dans ces zones rurales qui est vraiment beaucoup plus fragile que dans les zones urbaines et beaucoup plus fragile que la santé des hommes. Mais je voudrais rajouter que quelles que soient les avancées, quelles que soient les réalisations qui sont concrétisées dans un pays avec la construction d'infrastructures et tout ça, il y a 2 points importants pour lesquels il faut un engagement fort, un engagement politique. Ces 2 points, s'ils sont mis en pratique, vont apporter un bouleversement sur le plan de la santé publique. Ces 2 points, c'est quoi? Le premier, c'est la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, parce que quand elle gangrène le secteur santé, ceux qui vont en souffrir le plus, ce sont les plus pauvres, ce sont les personnes les moins nanties, qui n'auront pas accès, qui n'auront pas la possibilité d'avoir accès à des soins de qualité. Et la deuxième chose, c'est la mise en place d'une couverture médicale universelle. Parce qu'avec une couverture médicale universelle, il y a automatiquement une équité des citoyens par rapport aux prestations offertes, prestations de santé offertes sur la place. Et les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner, pourront se soigner, pourront avoir les mêmes soins, la même prise en charge que les autres. Et ça, c'est d'une importance capitale pour changer les indicateurs de développement humain. Bonjour à tous, je m'appelle Boubacar Abdoulaye Mariama. Donc, au-delà de l'aspect festif de la journée du 8 mars, la femme joue un rôle très important dans l'équilibre de la société. Donc, au Niger, c'est généralement les femmes intellectuelles qui célèbrent cette fête-là, dans un pays où plus de la moitié de la population est féminine. Donc, ces femmes se sentent responsables de mener ce combat d'émancipation et d'autonomisation de la femme. La particularité de la femme nigérienne en matière de promotion de la femme est que la femme nigérienne a toujours été une femme très battante et très laborieuse. Elle est la pièce maîtresse du développement économique. Elle arrive toujours à concilier ses activités professionnelles et puis son rôle dans son foyer. Ce qui freine l'évolution de la femme en Afrique et au Niger en particulier, nous avons la domination des hommes sur les femmes, le poids de nos cultures, de la religion
Et nous avons le mariage forcé, le mariage précoce, l'excision et l'illettrisme. La femme nigérienne qui a impacté l'histoire de notre pays est Sarauniya Mongo, cette guerrière qui a résisté à la pénétration coloniale. Elle s'opposa à l'entrée de toute une troupe coloniale dans le territoire de l'Arewa. Je suis toujours amusée quand on me demande de me présenter. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je m'appelle Maître Alice Com, comme on le dit, mais je suis aussi tentée de dire qu'aux yeux de pas mal d'enfants que j'ai ici et ailleurs, je suis môme, tout simplement. Alors je suis une avocate au Cameroun depuis un peu plus d'un demi-siècle et je suis un fervent défenseur des droits de l'homme, activiste comme on dit. J'ai plusieurs petits-enfants, disons une dizaine, et aujourd'hui je vais me présenter à vous comme quelqu'un de très impliqué dans la journée internationale des droits des femmes et donner de la voix. Pour moi, le 8 mars, c'est une journée importante dans l'année. Et j'invite toutes les femmes à considérer ainsi cette journée-là. Celles qui disent que ça ne sert à rien, qu'on a dévoyé la chose, que ceci, certes, mais vous savez, c'est pas ça qui est important. Qu'il y ait quelques personnes qui soulèvent le cabas ou qui vont boire ou qui veulent le pagne, très bien, mais vous savez, un corps a un cerveau, mais il a aussi des bras qui bougent, il a des yeux qui voient, il y a le nez qui respire, il y a le pied qui fonctionne, qui marche, et nous sommes un corps de femmes, et je ne pense pas qu'il faut simplement se réfléchir ce jour-là, parce qu'en fait, le cerveau doit fonctionner tous les jours, on réfléchit tous les jours. Cette fête, c'est une fête internationale pour rappeler à nos chefs d'État, notamment en Afrique, qu'ils ont bien tort d'oublier plus de la moitié de leur population lorsqu'on parle du développement de l'Afrique ou de leurs pays respectifs. On le leur rappelle pour qu'ils n'oublient jamais de les inclure dans leur politique, pas seulement à des rangs inférieurs, mais partout, aussi au niveau du cerveau, au niveau des contributeurs, au niveau des artisans, ceux qui travaillent très habilement avec leurs mains, des cultivatrices, etc. Parce que c'est avec la femme, dans toutes ces déclinaisons, qu'on fait le développement, qu'on crée l'action, qu'on crée la réflexion, l'action. Et ce jour-là, c'est très important que nos dirigeants, les chefs d'État, les politiciens se souviennent de cela lorsqu'ils légifèrent, se souviennent de cela lorsqu'ils font leur projet de développement. Il faut que les chefs d'État comme celui du Cameroun, je n'ai pas peur de le dire, qui n'a pas l'air de réaliser que la femme camerounaise, c'est un bijou précieux, c'est une matière précieuse dans les plans de développement. Et c'est pour ça que je me mobilise personnellement toujours pour rejoindre les autres femmes qui manifestent, qui font quelque chose, que ce soit dans le cadre des débats, et pourquoi pas, on ne peut pas culpabiliser quelqu'un qui a mangé ce jour-là mieux que les autres jours, qui s'est mis sur son 31, parce que c'est aussi ça. La femme, elle doit plaire, elle doit parler avec son physique, elle doit rassurer les enfants, pour que quand on dit que maman est la plus belle, il faut qu'elle le soit. Au fond, si elle reflète la beauté, si elle reflète l'espoir, si elle reflète la séduction, l'amour, pourquoi pas? L'amour n'a pas de côté laid, n'a pas de côté vilain. Donc elle représente tout ça, et pourquoi ne pas le laisser entrevoir ce jour-là dans tous les aspects. Maintenant, je pense à ceux qui croient que la femme ce jour-là doit s'impliquer, Oui, mais est-ce que si ce n'était que ça, est-ce que ça suffirait une journée dans l'année? Je dis non. Donc laissons-nous faire tout dans tout ça. Ce jour-là, le plaisir de la table, le plaisir de la
la danse, faire rire. Parce qu'il y en aura toujours qui vont réfléchir à l'intérêt quand même, parce que telle est la vocation de la femme. Elle ne va échapper. Elle est plurielle de toute façon, et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'on l'admire, c'est ce qui fait qu'elle fait avancer le monde. Elle peut être devant, elle peut être derrière, mais elle est présente. Elle est présente par sa sensibilité, par ce qu'elle impulse à celui qui agit, quelle que soit la personne. Et c'est pour ça que c'est parfaitement important que la communauté internationale, l'ONU, ait créé une journée spéciale pour elle, pour que les dirigeants, notamment ici en Afrique, où le mot parité ne veut pas dire grand-chose, le mot développement par la femme ne signifie pas grand-chose, pour que ce jour-là, ils se rendent compte par nos voix et par... actuellement, je fais partie des Mother of the Nation dans la galaxie de Stand Up for Africa, qui est un mouvement qui est dirigé par la présidente de CPP, Edith Kawala, où nous avons décidé de nous mettre en noir ce 8 mars, notamment parce que nous voulons que le monde entier, qui va voir des Camerounaises par un jour comme ça, un jour de grande visibilité en noir, sache qu'il se passe quelque chose de pas bien au Cameroun. Sache que la femme camerounaise pleure, qu'elle est en deuil permanent, au cas où le président de la République ne le verrait pas, parce que nos larmes, il ne les voit pas, parce que ce n'est pas la première fois qu'on le fait, parce qu'on a l'impression qu'il ne nous voit pas, il ne nous regarde pas, il ne nous entend pas et il ne nous parle pas. Alors, en mettant du noir, nous parlons deuil, nous parlons désolation, parce que tout le monde sait aujourd'hui que ça va faire bientôt plus de la moitié de 10 ans que nous avons une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, au nord Cameroun avec Boko Haram et à l'est, et que nous demandons instamment de faire cesser cette guerre qui n'aurait jamais dû commencer, et que nous sommes convaincus qu'on ne nous écoute pas. Alors à cette occasion, nous utilisons à la fois le visuel et les mots et le son pour que le monde entier sache que à l'occasion de ce 8 mai, nous avons des messages de tristesse, de douleur, et que nous appelons toute la communauté humaine à rappeler à nos dirigeants, à notre président de la République qui nous représente, que les femmes ont mal, elles souffrent, elles sont dans la douleur, parce qu'on tue leurs enfants, leurs maris, leurs frères, leurs petits-enfants, les arrière-petits-enfants dans cette sale guerre, et qui se penchent sur ce problème, qui les écoutent et qui apportent les solutions qui sont celles qui sont souhaitées par les femmes pour une paix durable dans le pays, parce que sans la paix finalement, la femme ne peut pas être là en train de pleurer. Mais avec cette guerre, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle ne peut pas travailler dans son champ, elle ne peut pas écouler sa marchandise, elle ne peut pas aller vendre. Et maintenant, avec le Covid qui s'invite à la scène, je ne vous dis pas. Alors que le président de la République écoute les femmes, qu'il les regarde, qu'il les voit, qu'il les associe aux solutions qui concernent toute la nation, tout le pays. Alors, les femmes camerounaises, c'est ça aussi, moi, j'ai une admiration folle pour la femme camerounaise. Je crois que c'est la femme africaine la moins aidée par l'État, par son pays, et par les hommes de son pays. Ce à quoi elle pense, c'est faire briller son pays, avant elle, à travers elle, mais avant elle. Et elle sait qu'elle est au service de ce prestige, elle sait qu'elle est au service de ce pays, et elle ne se lasse pas. Mais personne ne l'entend, notamment nos politiques, notamment le président de la République. J'en profite encore aujourd'hui pour lui dire, Monsieur le Président, vous avez un trésor qui représente la moitié de plus de la moitié de votre population. Prenez-en soin, faites-en quelque chose, ajoutez-les sur la liste des acteurs du développement de ce beau pays qui se meurt, arrosé par le sang des enfants de ces femmes-là. Et arrêtez cette guerre. Vous en avez les moyens, vous en avez le pouvoir, vous devez
devez en avoir la volonté. Et vous l'aurez, cette volonté, en regardant à ce 8 mars qui vous oblige vous-même et la première dame à rester à la maison et à nous regarder à la télévision et à nous écouter dans les médias. Et je compte sur Madame Bia, qui est à vos côtés, pour qu'elle vous rappelle que vos femmes, les femmes camerounaises, sont parmi les meilleures et qu'ils ont besoin de vous pour les encourager, pour les soutenir, pour leur donner les moyens institutionnels. Commencez à penser à elles dans la sphère de décision. Commencez à penser à les inclure dans la liste des candidats à toutes les élections. Et surtout, vous, donnez l'exemple. Quand vous signez des décrets de nomination, pensez à elles, parce que c'est vous qui donnerez l'exemple aux autres. Et ça, c'est le message que je voulais porter, personnellement, au nom des autres femmes, à l'occasion de ce 8 mars du Covid 2021. Nous continuons notre itinéraire pour ce 8 mars sur le continent africain. Nous avons parlé du Sénégal, nous avons parlé de l'Afrique australe, nous avons également parlé de l'océan Indien et nous allons en Afrique du Nord pour voir comment les femmes de cette région du continent se lèvent pour leurs droits. Sidela. Oui, effectivement, nous allons maintenant en Afrique du Nord, plus précisément en Algérie, où nous allons découvrir la reine Kaïna, qui était une reine berbère, qui a lutté contre l'insurrection islamique. Donc, regardons cet élément. Nous allons en Afrique du Nord, plus précisément en Algérie, au site touristique de Tajmint, dans le massif des Aurès, un des derniers refuges de la reine Kaïna, qui tint tête aux armées arabes venues propager l'islam en Afrique du Nord à partir de l'an 670. Près de 14 siècles après sa mort sabre à la main, la reine Kaïna demeure un symbole de la résistance des populations berbères aux conquêtes étrangères, romaines, vandales, byzantines, arabes, turques ou françaises. Dans le pays Chaoui, partagé entre montagnes et plaines de rocailles, Kaïna est adulée. On la surnomme Yéma, maman en langue amazigh. Elle prend la tête de la résistance, fédère les tribus qui refusent de se soumettre aux musulmans, comme jadis la communauté s'était dressée contre les Romains et les Byzantins. Son adresse, son courage, l'aura mystique qu'elle dégage en temps de guerre comme en temps de paix, ainsi que ses supposés dons surnaturels font d'elle une reine aussi redoutée qu'incontestée. Elle sera tuée par l'armée du chef musulman Hassan ibn Nu'man, qui avait reçu comme conseil de la tuer afin d'affaiblir son peuple. Kaïna succombera vers l'an 703. Mais dans les Aurès en Kabylie ou chez les Berbères de Libye, cette reine insoumise reste un symbole de courage, de beauté et de liberté. Sa légende est encore célébrée par des poèmes et des chants, et son nom est porté avec fierté par les filles berbères. Alors, Sidela, il faut dire qu'en matière de droits des femmes, on a souvent coutume de penser qu'en Afrique du Nord, les femmes ne se lèvent pas très souvent, alors qu'en fait c'est une région dans laquelle les femmes sont toujours debout pour leurs droits et elles se battent. Là on a vu l'Algérie, mais même en Tunisie. Même en Tunisie, effectivement, les femmes ne se laissent pas faire. Il faut dire aussi que l'Afrique du Nord, c'est la région avec le Moyen-Orient. On les met souvent ensemble à cause du fait que c'est le monde arabe en fait. Mais l'Afrique du Nord fait partie des régions du monde vraiment qui sont à la traîne. Question droit des femmes, malheureusement. Mais les femmes ne se laissent pas faire. Il y a de la lutte, vraiment il y a de la lutte, il y a des ONG, il y a des associations qui sont mises en place pour aider les femmes, surtout les femmes, pour aider surtout à l'autonomisation des femmes. Oui, effectivement, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, malgré le fait que la loi ne les accompagne pas énormément, quoi.
Mais justement, d'aucuns ont l'habitude de penser que c'est dû, que c'est la religion qui freine l'évolution des droits des femmes. Mais certaines femmes, beaucoup de femmes en Afrique du Nord disent que ce n'est pas la religion qui freine cette évolution, ce sont les hommes tout simplement. Mais ce sont les hommes parce que c'est leur interprétation toujours. Voilà, c'est pas qu'on jette la pierre sur les hommes, il faut dire, monsieur, que très souvent, on jette pas la pierre, vraiment à la base de ce blocage. C'est vraiment la mauvaise interprétation, tout simplement, Mireille, qui fait en sorte que... Enfin, qui façonne en fait la mentalité, on va dire, de la société en général. Oui, surtout en Afrique du Nord. Surtout en Afrique du Nord. Mais comme tu le disais, les ONG sont là, les femmes se battent au quotidien, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie et même au Maroc. Nous étions allés à la rencontre de Madame Touria Charkaoui, qui est une Marocaine. Elle nous a donné un petit peu son avis sur les droits des femmes au Maroc. Regardons. من المغرب من مدينة خنيفرة الوسط الجنوبي للمغرب. Je m'appelle Touria Charkaoui du Maroc. Alors, que représente pour vous le 8 mars? Le 8 mars, c'est la fête de toutes les femmes. Et c'est le jour là où savoir à quel... Est-ce que vraiment on a atteint les droits et tout. Voilà. En fait, la femme marocaine, ce n'est plus comme avant. Voilà, maintenant la femme marocaine, vous trouvez la femme marocaine dans tous les domaines. Tant qu'elle est maman, aussi elle est fonctionnaire, elle est infirmière, elle est cuisinière, elle est dans la maison, elle est aussi à l'extérieur. La femme marocaine lutte toujours. Avant et maintenant, il va lutter toujours pour ses droits. Voilà. Est-ce que la religion est une barrière pour la femme marocaine? Au contraire, la religion n'a jamais été une barrière pour la femme marocaine parce que notre religion, c'est l'islam. Nous, au contraire, l'islam n'a jamais été une barrière pour la femme marocaine ou pour les droits de la femme marocaine ou la femme en général en fait, la femme islamique en général. Par contre, l'islam il a remanié la femme en général. Il a donné ses droits, il a tout, mais c'est la mentalité de l'homme. C'est la mentalité de l'homme oriental. Qu'il a laissé la femme à la maison, qu'il a laissé la femme... il ne faut pas sortir, il ne faut pas fréquenter tel domaine, il faut pas. C'est question de mentalité, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, au contraire. Mais comment fait justement la femme marocaine pour lutter contre cette mentalité de l'homme oriental? Pour lutter, en fait... il n'a pas resté les mains croisées. Elle a lutté depuis. Elle a ici, par exemple, elle a créé des associations pour les droits des femmes. Elle est sortie pour travailler. Elle est sortie pour montrer ses capacités. C'est-à-dire, c'est la femme. Il voulait montrer que c'est la femme, que je ne suis pas pour cuisinier ou pour oui, faire la cuisine. Une femme de foyer aussi, elle a beaucoup de... Mais en parallèle, la femme peut donner dans d'autres domaines. Et c'est pour ça, alors. Alors, vous êtes marocaine, vous vivez au Gabon, en Afrique centrale. Comment voyez-vous la femme gabonaise, la femme d'Afrique centrale? En fait, si je fais la comparaison entre la femme de l'Afrique centrale et la femme arabe précisément, je trouve que la femme de l'Afrique centrale, elle est plus avancée que la femme dans les droits en fait. Dans les droits, elle est plus avancée que la femme arabe
Et parce qu'il n'y a pas les obstacles en fait. La femme ici, comme on dit, la femme, vous trouvez la femme, elle se bat. Elle se bat pour qu'il gagne en fait aussi ses revenus. Alors, elle est très avancée par rapport à autres pays. Bien sûr, on ne refuse pas la présence de l'homme, ça c'est question. Hein. C'est une question. Hein? Aussi pour l'homme aussi, la présence de la femme, c'est quelque chose qu'on ne discute pas. Mais il faut donner l'espace pour la femme, pour montrer ses capacités en fait. Elle est vraiment responsable, elle est très responsable d'elle-même et d'une maison. Désolée pour les hommes, mais s'il réfléchit un peu, juste un peu, que c'est elle qui t'a amené au monde, c'est elle qui t'a enlevé, c'est elle qui t'a donné l'éducation, alors c'est elle, comment on dit, si vous êtes là, c'est grâce à elle en fait. Voilà, c'est un peu de ça. Alors, on ne demande que les droits, c'est ni plus ni moins, que les droits et l'égalité en fait. L'égalité dans les droits, pas autre chose, sauf les droits. On ne demande pas, mais l'homme reste l'homme et la femme reste toujours la femme et tout. Est-ce qu'au Maroc, par exemple, est-ce que le mariage des mineurs est interdit? Oui. Et maintenant, il y a une loi qui interdit strictement le mariage des mineurs, en fait. Strictement interdit. Au Maroc, une fille peut hériter au même titre que son frère? Non, c'est ça. Au Maroc, non. Parce que ça, c'est... On va encore revenir à la religion. Le garçon ou la fille, ils ne peuvent pas hériter comme l'homme, comme le garçon. Parce qu'à l'époque, la femme ne travaille pas. Alors, elle ne dépense pas. L'islam a donné le droit plus à l'héritage à l'homme que la femme. Parce que c'est l'homme qui dépense, c'est l'homme qui a amené la nourriture à la maison. Il n'y a pas l'égalité entre la femme et l'homme dans l'héritage. C'est un peu ça. Pourquoi les Marocains justement ne se battent pas aujourd'hui pour que ça change, pour que la fille puisse hériter comme son frère? Ils ont commencé en fait. Il y a des associations qui ont commencé à lutter contre ça. En Tunisie par exemple, ils ont déjà le droit pour ça, que l'héritage c'est comme la femme et l'homme, c'est pareil dans les terres. Nous, je parle à mon avis, je suis contre. À mon avis, tant que je suis femme et tout, je suis contre, parce que ce qui est venu dans le Coran, c'est sacré. Sacré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher ça. Ça, c'est les paroles de Dieu et on ne peut pas toucher ça. Donc, voilà. Pour vous... Tant que je suis femme, je suis contre le point là. Je suis contre ce point-là. Je suis contre qu'on lutte que la femme et l'homme ont le même droit dans l'héritage. Parce que ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre sujet et je refuse. Et je respecte beaucoup les paroles de Dieu, alors on ne peut pas toucher ça. Non. Ça, c'est intouchable. Est-ce qu'au Maroc, les femmes ont le droit d'être adoules? Adoul? Oui. Peut être adoul, oui. Oui, c'est parce qu'il y en a des cas déjà. Oui, ils ont commencé à... Maintenant, avec le changement de la mentalité, le changement de... les machins, beaucoup de fonctions, c'était juste pour l'homme. Sauf, ça c'est la religion encore, sauf vous connaissez, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez pour l'appel de la prière là, le monsieur qui fait l'appel de la prière. Voilà, ça c'est interdit pour la femme, interdit pour ma religion, c'est interdit pour la femme. Mais comme adoul, oui, il y en a déjà des femmes adoules au Maroc. عيد مرأة سعيد لكل امرأة تناضل من أجل حقوقها
تناضل من أجل البقاء، تناضل جنبا إلى جنب الرجل. نحن لا نطالب، نحن لسنا ضد الرجل، بالعكس الرجل والمرأة خلقا في هذه الحياة ليكمل بعضهما البعض. نحن نطالب بالحقوق، بالمساواة في الحقوق فقط ليس إلا. وشكرا جزيلا. Bonne fête pour toutes les femmes du monde et à l'année prochaine, Inch'Allah, avec beaucoup de droits et avec beaucoup d'espoir en fait. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors c'est de là, il faut dire que ça bouge aussi dans le nord du continent. Ah oui. Nous venons de voir l'intervention de Madame Touria Charkaoui et effectivement, ça bouge. Les femmes ne se laissent pas faire en Afrique du Nord, comme en Afrique centrale, comme en Afrique australe, comme partout en Afrique. Et c'est très important de voir cette force-là. C'est très important, c'est très encourageant aussi, c'est très inspirant de voir ça. C'est très inspirant de voir ça. Et puis moi j'ai envie de dire aux femmes qui nous regardent, il faut réveiller la femme leader qui est en vous, parce que la femme même dans son foyer, dans sa maison, elle est leader. Lorsqu'il y a un problème, c'est elle qui est devant. Et elle fait tout pour que sa famille soit toujours soit heureuse en fait. Elle pense au bonheur de son époux, elle pense au bonheur de ses enfants, au bonheur de sa belle famille, mais c'est comme si personne ne se préoccupait de son bonheur à elle, de ses droits à elle. Elle est devant pour tout, et je pense qu'en chaque femme il y a vraiment ce leadership qu'on doit s'approprier ou se réapproprier. Il faut vraiment être consciente que nous avons en chacune de nous un leadership qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer en fait, qui ne demande qu'à s'exprimer, et c'est pour ça que nous pouvons vraiment revenir sur cette thématique leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, parce qu'il faut le dire, c'est là. La pandémie n'a pas du tout arrangé les choses en matière de droit. Vraiment pas du tout. C'est vrai qu'on était déjà, c'est comme si on était à un certain niveau, et puis la pandémie est venue nous faire retomber parce que les abus ont augmenté, les violences ont augmenté. C'est vraiment dommage, c'est vraiment triste, mais ça ne nous a pas non plus abattus. C'est-à-dire qu'on ne se laisse toujours pas faire. On est toujours dans la lutte, dans le combat. Les femmes sont toujours debout. Les ONG qui sont mises en place travaillent toujours malgré la pandémie. Les gens vont toujours sur le terrain, sensibilisent, continuent de sensibiliser les femmes, les hommes aussi, pas seulement les femmes, parce qu'il faut aussi dire que ça passe aussi par les hommes, c'est-à-dire il faut éduquer les hommes, même s'ils sont des adultes, il faut les éduquer. Il faut éduquer aussi depuis petit. Apprendre aux petits garçons à respecter, la femme, apprendre aux petites filles, on va dire empower comme on dit en anglais, c'est-à-dire lui montrer que tu as ce pouvoir-là, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Donc c'est vraiment important de faire ça. C'est important de faire ça parce qu'il faut dire que même si certains progrès, beaucoup de progrès ont été perdus avec les effets de la pandémie de la Covid-19, parce qu'avec la chute des marchés, avec la fermeture des entreprises, beaucoup de femmes se sont retrouvées sans emploi. Déjà, il faut dire que 60% des femmes dans le monde travaillent dans le secteur, dans l'économie informelle. Donc, du coup, ça a vraiment chamboulé beaucoup de choses. Beaucoup de femmes se sont retrouvées désemparées, et il faut dire qu'il y a beaucoup d'emplois plus pratiqués par les femmes qui ont été impactées, et ça fait beaucoup de mal aux femmes. Mais malgré ça, les femmes se lèvent, les femmes doivent se lever pour accompagner, je dirais, pour accompagner le monde, pour accompagner l'humanité dans cette pandémie. C'est très très important. Très très important. Moi, je vais dire que la femme est un peu comme un super-héros, parce que qu'elle travaille, qu'elle ne travaille pas à la maison, tout repose vraiment sur ses épaules, la maison, le mari, les enfants, les activités extérieures, etc. Donc c'est très important aussi de dire aux hommes qu'il faut épauler vos femmes, vos sœurs, vos filles. Donc voilà. Voilà. Et justement, dans un message en avril 2020 sur les femmes, le coronavirus, Antonio Guterres disait, je cite, que la pandémie a des conséquences sociales et économiques dévastatrices pour les femmes et les filles.
ça c'était en avril 2020, un rapport qui montre comment la Covid-19 pourrait mettre en cause les modestes progrès en matière d'égalité des genres et de droits des femmes et qui recommande des moyens de placer le leadership et les contributions des femmes au cœur des efforts de résilience a été publié. Donc c'est vrai que cette pandémie a des effets sur l'évolution des droits de la femme, sur l'évolution de l'égalité des genres, surtout aussi sur le continent africain. Ah oui, effectivement, ce discours date d'avril 2020, mais il est encore très actuel. Très actuel. C'est comme s'il avait vu un peu dans le futur, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. La pandémie a vraiment pallié sur l'avancée qui était déjà en place des droits de la femme, des droits de la femme, voilà, en général. Et c'est triste, mais il faut se lever, il faut continuer. Il y a des femmes qui sont déjà là, oui, qui font déjà beaucoup. Il faut juste qu'elles continuent aussi la sensibilisation. Et, il faut vraiment, j'insiste sur la sensibilisation, parce qu'il faut prendre tous les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Il faut dire qu'aujourd'hui, en matière de technologie, de l'information et de la communication, il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de développements. Et aujourd'hui, même s'il y a des gestes barrières, il y a les réseaux sociaux qui sont là, on peut communiquer. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place avec la pandémie. On peut continuer la lutte, on peut continuer à parler des droits des femmes. Lorsqu'on parle d'éducation, bien sûr, il y a beaucoup d'écoles qui ont été fermées. L'éducation a vraiment subi un grand coup. Il y a aujourd'hui des applications, même si toute la population africaine n'a pas accès à Internet, mais je pense qu'il y a quand même des efforts qui peuvent être faits, que les ONG qui nous suivent, les associations de défense des droits des femmes qui nous suivent, peuvent justement continuer ce travail sur le terrain malgré la pandémie, parce que c'est important, c'est important. C'est primordial. Donc, c'est primordial, il faut que la femme continue à se battre et comme je dis, qu'elle réveille le leadership qui est enfoui au fond d'elle. Si de là, il faut réveiller ce leadership. Ah oui, il faut réveiller ce leadership. Voilà. Il faut qu'il agisse en fait, il faut agir, il faut agir. Exactement. La femme a un grand pouvoir et il faudrait vraiment qu'elle utilise à bien. Qu'elle utilise bien, qu'elle agisse. Et justement, nous avons ces femmes comme ça qui vous adressent à vous, mesdames, vous qui nous regardez du continent et de partout dans le monde. Ces femmes vous adressent un message pour ce 8 mars 2021. Mon message serait que mes très chers amis, mes chers collègues, les mamans, les sœurs, s'il vous plaît, apprenons à nos enfants, parce qu'aujourd'hui, on parle souvent de l'abus sexuel de la femme. Mais cet abus commence par nous, les mamans. Si nous élevons nos enfants en leur disant que non, être sexy et très belle ne veut pas dire de s'exhiber ou de se mettre à moitié nu, je crois que l'homme ne verra pas en nous un objet. Mais l'homme nous respectera. Et si on met dans la tête de nos enfants, garçons, nos fils, que la femme n'est pas seulement un objet, mais plutôt un ami, un plus. On est tous égaux. Donc, que ce soit femme ou homme, on est tous égaux. Si nous mettons ça dans la tête de nos enfants, on aura moins de problèmes d'abus sexuels et d'abus sexuels, de tout ce qui met un peu en encontre tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans la société. Jusqu'à nos jours, il y a des femmes braves qui sont prêtes à sacrifier leur vie pour sauver leur honneur. Parce que dans la vie, là, il faut être fier de toi. La personne, il faut être fier de toi, surtout les femmes. Oui. Dans les foyers, partout, c'est les femmes qui se battent. La femme, il faut être digne de toi. La dignité, savoir qui tu es et qu'est-ce qu'on attend de toi pour demain, ta réputation, tes enfants, ton entourage. C'est intéressant pour la femme. Je m'adresse à toutes les femmes africaines. Être digne de leurs valeurs, de la peau noire, être fier de nous. Je m'adresse à mes collègues femmes, enfants, filles comme grandes. Respectons-nous d'abord. Savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. L'argent, personne ne l'amène au paradis.
l'argent, personne ne l'amène au paradis. Quelle que soit la beauté, je dis, quelle que soit la somme, ayons digne de nous. Le 8 mars, le conseil que je donne aux femmes, c'est de bien s'occuper d'eux, de leurs maris, de leurs enfants. Et aussi les hommes doivent avoir pitié des femmes. Parce qu'on est fatigué à cause des hommes. Il y a beaucoup de divorces, il y a des femmes qui sont fatiguées, il y a des femmes qui souffrent à cause des hommes et qui veulent sauver leur ménage. Mais avec les hommes, ça ne marche pas. Oui, et je souhaite une très bonne chance à toutes les femmes pour le 8 mars. Tous les jours est un 8 mars pour la femme. Et le 8 mars, c'est un jour où on s'arrête ensemble. Quand je dis bien ensemble, on fait tomber ces barrières politiques, on devient femme, on devient fille. Pour ensemble regarder le chemin parcouru, faire un point et se projeter dans l'avenir pour améliorer notre quotidien. C'est ça le 8 mars, rien d'autre. Et tous les jours est un 8 mars pour une combattante. Tous les jours, nous allons au front pour résoudre nos problèmes, pour chercher notre bien-être, pour participer au développement durable de notre pays comme des êtres à part entière. D'ailleurs, par notre nombre, ça ne nous concerne plus que d'autres personnes. Donc le message que j'ai à passer aux femmes en cette fête du 8 mars, c'est qu'elles continuent à mener le combat. Et nous savons que c'est pas facile et qu'il reste beaucoup à faire, mais qu'elles ne baissent pas les bras. Je m'appelle Rokici Prisca, je suis gabonaise. Nous pouvons dire qu'au Gabon, la femme a des droits, oui. Nous avons le droit d'aller à l'école, nous travaillons, nous avons de bons salaires, nous assumons des postes comme députés, ministres. Bon, déjà sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Sur les papiers aussi, la loi nous aide. Il y a plusieurs lois qui sont votées en faveur de la femme, qui nous permettent d'exercer librement nos droits. Sauf que je pense que quand il s'agit de la société, c'est une toute autre histoire. Pourquoi? Parce que la culture, la culture nous freine un peu dans nos élans. Nous pouvons quelquefois nous auto-censurer. Parce que notre culture est encore... le patriarcat domine encore. Salut, je m'appelle Benek Bachalidao, je suis étudiante en droit et je corresponds depuis le Togo. La journée internationale de la femme est une journée spécialement dédiée aux femmes pour promouvoir leurs droits et aussi rappeler l'essence même de la femme dans une société. Et moi, je suis pour que les femmes célèbrent cette journée comme si c'était une fête, parce que pour moi, toutes les actions pouvant mener à valoriser ou même à promouvoir la femme doivent être menées chaque jour de l'année. Et aussi pour relever les raisons pour lesquelles les femmes ont beaucoup plus du mal à se lever dans la société, on peut voir la culture qui a toujours voulu d'une femme, je vais dire, dans certaines activités, et qui aussi préfère la société patriarcale où ce sont les hommes qui décident. Ça correspondait à une réalité que les gens ont vécu entre-temps. Maintenant, les choses ont changé, les choses ont évolué. C'est à nous de nous adapter aux réalités actuelles, où on peut voir une femme à la tête d'une grande structure, telle qu'elle soit. Donc, bonne émission à vous. Mon mot de la fin, à l'intention de toutes les femmes qui regardent la Belle TV, je voudrais vous dire bonne fête. Bonne fête. Bonne fête du 8 mars. Bonne fête du 8 mars. Les femmes sont fortes. Les femmes
peuvent exceller dans plusieurs domaines à la fois. Les femmes disposent d'un réservoir de patience, de résilience et de courage qu'on ne peut pas leur nier. Et avec toutes ces qualités, avec toutes ces possibilités, toutes ces potentialités, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et toi, femme qui me regarde, tu peux atteindre tes objectifs. Tu peux atteindre tes objectifs. Il suffit de continuer à émerger, de continuer à se former, de continuer à travailler, de donner de son meilleur chaque jour. Et les choses ne feront qu'évoluer. Les choses ne feront qu'évoluer et les droits de la femme vont être de plus en plus respectés, de plus en plus accordés et de plus en plus institutionnalisés et concrétisés. Nous devons être présents au niveau des instances décisionnelles parce que quand une femme décide, c'est toute la société qui en profite. Quand une femme décide généralement, quand elle est à un haut niveau de décision, elle fait pour le mieux pour tous. Et nous ne devons pas arrêter ce combat. Alors, bonne chance à toutes. Réalisez-vous. Vous êtes admirables toutes. Soyez fiers de vous et sachez que vous pouvez le faire. Merci à la Belle TV, merci à vous les journalistes et je vous souhaite une excellente journée. صباح الخير عليكم، سنة سعيدة لكل السيدات. كنهني المرأة وكنشجعها على القدرات ديالها، وسنة سعيدة لكل السيدات وسنة سعيدة لنا كاملين وشكرا. Alors notre émission touche à sa fin, ce plateau spécial 8 mars, Sidela, nous avons fait le tour de l'Afrique pour parler des droits des femmes, pour mettre en lumière des femmes inspirantes, des femmes leaders. Alors Sidela, tu as un mot de conclusion pour ce 8 mars? Oui, bien sûr, moi j'aimerais dire qu'on a vu toutes ces femmes fortes d'Afrique du Nord, de l'Ouest, de centrale, d'Afrique australe, de l'océan Indien, de partout, ces femmes fortes qui sont très 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 inspirantes. J'aimerais passer un petit message aux femmes, aux mamans, de vraiment sensibiliser autour de vous. Parlez à vos filles, parlez à vos fils, sensibilisez vos fils et parlez à vos filles pour qu'elles connaissent, qu'elles sachent le pouvoir qu'elles ont. C'est très 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 important. Merci Sidela, nous avons été heureuses de vous avoir avec nous pour ce plateau spécial 8 mars. Aux femmes qui nous ont suivis et même aux hommes qui nous ont suivis, restons soudés parce que le droit des femmes concerne tout le monde. Le droit des femmes concerne également les hommes. Et donc c'est la planète entière qui doit être unis, qui doit se rassembler pour le droit des femmes. Et mesdames, restons debout pour nos droits. Pour celles qui ne sont pas debout, levez-vous pour vos droits et surtout réveillons la femme leader qui est en chacune de nous pour que nous puissions ensemble avancer. La thématique de cette année était donc leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, parce que lorsqu'on parle des droits de la femme, ça concerne tout le monde, hommes et femmes. Et moi j'aimerais dire aux femmes qui me suivent en ce moment, levez-vous, levons-nous pour nos droits. Et surtout, réveillons en nous la femme leader qui sommeille au fond de nous. Nous devons la réveiller. Nous devons être toutes des femmes leaders pour que nous puissions ensemble continuer pour nous lever, pour nous battre pour nos droits. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous étions en direct de Dakar.